Bonjour, heureux de vous retrouver pour le talk de l'après-midi, donc en français sur le Millipol Paris 2015. Nous allons parler cet après-midi, je dirais, des systèmes de contrôle, de command and control, d'alerte et de communication, mais également de surveillance, donc un petit peu la globalité de l'écosystème. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, trois invités, donc Monsieur Laurent Denisot d'Egidium, Monsieur Gilles Bois d'Intergraph et Monsieur Jean-Paul Moron de la société Tequan. Alors je vais vous demander de vous présenter un petit peu à chacun pour que on se fasse une idée de vos activités et puis ensuite on rentrera un peu plus dans le cœur du sujet. Bonjour, moi je suis donc Laurent Denisot, président d'Egidium Technologies. Egidium est une jeune société française qui développe et commercialise des solutions logicielles dédiées à la protection des sites sensibles, à la protection des grands événements et à la gestion des interventions. Gilles Bois. Bonjour, donc Gilles Bois, je suis le directeur de la division Public Safety and Security d'Intergraph France. Et donc Intergraph, depuis bientôt 30 ans, développe des systèmes de command and control pour les salles de commandement, pour la gestion des événements majeurs, pour les gestions de crise d'une façon générale. Et nous avons des systèmes dans aujourd'hui 28 pays en 10 langues. Et nous couvrons de l'ordre de 10% de la population mondiale en termes de contribution à la sécurité. Jean-Paul. Je suis Jean-Paul Moron, je suis cofondateur et directeur de la société Tequan. Nous faisons aussi des systèmes de gestion opérationnelle, de gestion d'événements majeurs et de gestion de crise. Alors, on va parler de tout cela parce qu'effectivement, lorsque, je dirais, un incident survient, il survient dans un fond qui est le travail quotidien des services de secours et des services de sécurité en général, que ce soit dans une ville. Bon, un petit peu différemment, on en reparlera sur les grands événements. Nous avions un talk ce matin sur la préparation aux grands événements, notamment dans le domaine NRBC, mais un peu différemment dans les grands événements. Mais de toute façon, on est dans un bruit de fond. Et puis tout d'un coup, un événement surgit. Donc comment passer, je dirais, du quotidien à l'exceptionnel et qu'est-ce que les nouvelles technologies peuvent apporter dans ce domaine? Alors je ne sais pas qui veut démarrer, peut-être Jean-Paul? Oui, alors nous avons un principe d'escalation fonctionnelle qui permet, lorsqu'un événement arrive et qu'il n'est encore pas de grande ampleur, d'être traité comme un événement normal. Lorsqu'il devient plus important, on l'isole dans une salle dédiée à la gestion de cet événement. Puis lorsqu'on voit que ça dépasse le service qui s'en charge, ça devient multiservice et on a une escalation vers la salle de crise et les personnes qui représentent les services en question. Le point principal, c'est de monter vers la gestion de crise avec une abstraction des données afin de ne pas inonder la salle de crise et de redescendre de la salle de crise en développant les données de manière à ce qu'elles soient utilisables en détail par les services intervenants. Donc un concept de scalability, comme on dit en anglais. Donc ça nécessite une certaine fluidité. C'est la même approche que vous avez chez Intergraph? Oui, je souscris tout à fait à ce qu'a dit M. Moron. Effectivement, c'est la même approche. J'ajouterais que ce qui est, de mon point de vue, très important, c'est que dans ces systèmes, il faut que les opérateurs aient une très très grande habitude de l'utilisation quotidienne de l'outil. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est très important, c'est qu'ils utilisent l'outil non seulement pour la gestion quotidienne de routine, c'est-à-dire chaque jour, mais au moment où la crise arrive, où effectivement on passe en mode escalade, il faut qu'ils soient toujours aussi à l'aise avec le système. Donc ça, c'est très très important de mon point de vue. Donc il faut que ce soit la même ergonomie, le même type de solution qui soit utilisé. En gros, on utilise bien en exception ce que l'on connaît bien au quotidien. Absolument. Alors, dans ce cadre-là, on voit bien, je dirais, l'utilisation des outils logiciels pour le dispatch, le suivi des opérations, mais c'est bien d'avoir une visualisation, parce que maintenant, tout le monde veut voir en temps réel ce qui se passe. Tout à fait. Alors voir, c'est aussi comprendre, et surtout comprendre. Donc pour aller au-delà encore de ce qui est évoqué par mes collègues, je crois que ce qui est important, c'est de partager l'information en temps réel. Aujourd'hui, et on l'a encore vu évidemment très récemment, malheureusement, l'information doit être partagée tout de suite, que ce soit directement lorsque l'événement survient et immédiatement connu des décideurs avec la nécessaire synthèse qui s'impose. Et ça veut dire que face à la multiplication de toutes les sources d'informations qui
peuvent être d'origine vidéo, qui peuvent être issus de moyens de communication, qui peuvent être issus des réseaux sociaux. Il faut être capable d'assembler, de relier, de synthétiser, bref, d'extraire tous ces signaux qui peuvent être parfois un peu faibles et peu lisibles pour en donner une synthèse, une vision claire, permettant d'agir, permettant de réagir vite sur le terrain. Donc ça veut dire finalement relier toutes ces informations entre elles par des moyens de communication adéquats, qui soient fiables, et finalement constituant une sorte de grand réseau social, mais dédié à ces forces qui ont à la fois à comprendre ce qui se passe sur le terrain et puis aussi à intervenir, bien sûr. Alors justement, dans ce cadre-là, on voit bien l'intérêt de la vidéo, à la fois dans des réseaux fixes, dans des éléments. On est sur la technologie du tout IP un peu partout maintenant. Je crois que ça c'est clair. Finalement, est-ce qu'il y a possibilité d'intégration de ces flux vidéo dans des architectures plus traditionnelles de gestion de crise? Est-ce que vous travaillez aussi avec la vidéo? Oui, bien sûr. La vidéo est un élément qui est très important puisqu'on visualise le maximum d'informations qu'on peut avoir. Certaines fois, la vidéo est même le vecteur principal de l'information. On a par exemple installé une gestion de frontières et cette surveillance de frontières est basée sur des senseurs et des caméras vidéo qui créent la remontée de l'information. D'accord. Donc c'est idem, vous avez, tout le monde travaille. Là, on a aussi des Parce qu'il y a la vidéo embarquée aussi. On pense vidéo embarquée, mais s'agissant de la vidéo plus classique, ce qui est très important, parce qu'on ne peut pas avoir les gens qui regardent X, on va dire, caméras, 1000 caméras par exemple, pour faire cette analyse, il faut des logiciels. Il faut des logiciels qui vont voir par exemple qu'une personne dépose une valise et puis part dans un métro ou ce genre de choses. Donc ça c'est essentiel, ça va générer effectivement des événements qui dans nos systèmes vont devenir des alarmes et qui vont être traités par l'humain parce qu'il faut de l'intelligence derrière, il faut une intelligence humaine qui va analyser parce que bon, la machine donne des déclencheurs mais nécessite l'esprit humain pour analyser. Alors dans ce cadre-là, vous travaillez sur des maquettes virtuelles. Tout à fait. C'est vrai que le monde est complexe. Les sites, les espaces ne sont pas que des plans, ils sont en trois dimensions. Il y a un intérieur, un extérieur, des environnements mouvants, puisque ces informations changent au cours du temps. Et il est nécessaire pour apporter une aide à la décision optimale, quel est le meilleur itinéraire pour évacuer, quel est le bon chemin pour intervenir, faut-il monter au 5e étage, faut-il descendre au sous-sol? En partant de l'extérieur, il est nécessaire de disposer de cette modélisation pour aider le mieux possible les opérationnels à intervenir en un temps minimum, puisque le facteur temps est, comme depuis toujours dans nos métiers, un facteur décisif quant à l'efficacité des interventions. Alors justement, sur ces maquettes, aujourd'hui, bon, on a déjà digitalisé, lorsqu'on voit les grands noms du domaine IT, je pense à Google et à d'autres, on a déjà mis en maquette les grandes villes françaises et du monde. Donc est-ce que vous pouvez utiliser déjà ces modèles-là ou est-ce qu'on recrée ces modèles? Alors, on peut les utiliser effectivement, mais ça va bien au-delà de la visualisation, puisque ces acteurs-là ont effectivement rendu visibles ces maquettes, mais pour qu'elles soient vraiment efficaces, il faut ajouter de l'information sur ces maquettes. On ne peut pas considérer un sol de la même façon qu'un mur. Il faut décrire ces informations. Donc ce n'est pas que des aspects visuels dont nous avons besoin, c'est aussi des aspects informationnels qui vont aider les processus informatiques à fournir finalement les bonnes informations aux opérateurs. Et ça, on peut s'appuyer évidemment sur ces différents éléments qui ont été fabriqués, mais il faut enrichir cette information. Alors, un des challenges qu'on voit un peu dans les nouvelles technologies, c'est qu'on ne peut pas passer beaucoup d'informations dans les tuyaux, mais encore faut-il, avoir les tuyaux et avoir le diamètre de ces tuyaux. En crise, souvent, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de tuyaux, de réseau, de disponibilité de réseau, de taille de réseau disponible, parce que tout le monde en a besoin au même moment.
etc. etc. Comment vous gérez, je dirais, la fiabilité des informations et surtout la fiabilité des connexions au réseau? Est-ce que vous avez des systèmes qui permettent d'assurer l'intégrité des informations et leur acheminement sur les réseaux? Alors, quand le débit est faible, la première chose qu'on va mettre de côté, c'est la vidéo, puisqu'elle est extrêmement consommatrice de bande passante, pour arriver à utiliser toute la bande pour de l'information nécessaire et qui sera peut-être aveugle sur le plan vidéo, mais qui sera exploitable tout de même. Concernant par exemple la solution de gestion de crise d'Intergraph qui s'appelle Planning Response, ce qu'on a fait, c'est qu'on a focalisé notre attention sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut impérativement qu'il y ait une énorme résilience aux problématiques de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les terminaux, à partir du moment où vous débranchez le réseau, le terminal peut continuer à être utilisé et le réseau peut quelque part bagoter. Et en fait, la synchronisation automatique s'opère, les données ne sont pas perdues et les gens continuent de travailler. Donc ça, c'est vraiment tout à fait essentiel. Ça fait partie de l'architecture, je dirais, essentielle de ce produit. Alors, est-ce que les réseaux, mais là, la vidéo est peut-être un petit peu plus difficile, bien qu'on ait des très beaux taux de compression aujourd'hui, mais est-ce que la vidéo n'est pas effectivement consommatrice ou est-ce que vous avez des dispositifs qui permettent de réguler la vidéo dans des bandes passantes un peu plus Alors, serrées? il existe effectivement des dispositifs de compression d'images, voire de filtrage des images utiles qui peuvent être extrêmement intéressants pour optimiser l'utilisation de la bande passante. Je voudrais ajouter un point important, c'est que l'Agence nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a émis un certain nombre de recommandations pour que à la fois les logiciels et les moyens de communication respectent un certain nombre de normes, de certifications, et que de façon à ce que éviter la corruption de la chaîne finalement de compréhension et de commandement. Le cyber est le cyber fait partie, puisque si on propose une information aux décideurs et que cette information est erronée, finalement c'est pire que de ne rien savoir. Donc il est très important, au-delà de la disponibilité des réseaux qui peuvent être effectivement basés sur le 3G, le 4G, le LTE maintenant, ou des réseaux mesh qui existent et qui complètent des réseaux actuels, il est très important d'assurer à la fois une bonne défense du système d'information lui-même et puis également une protection optimale et un chiffrement des échanges. Donc le cyber est une partie qui est totalement intégrée maintenant dans les outils de gestion de crise? Oui, c'est plutôt intégré par l'organisme utilisateur. Ce n'est pas tellement l'éditeur de gestion de crise ou de gestion opérationnelle qui va faire office de cyber, parce que là, c'est un autre métier tout de même. Mais l'intégrité des données est quand même un élément essentiel. Ça, évidemment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et un point peut-être que vous allez aborder, les aspects vidéo sont effectivement tout à fait essentiels, mais je pense qu'aujourd'hui, la vidéo existait déjà il y a de cela 10, 20, 30 ans. C'est pas une technologie fondamentalement nouvelle. Elle est sur IP maintenant, c'est mieux, c'est plus facile à utiliser, mais c'est pas nouveau. On a quand même la qualité qu'on n'avait pas avant. La qualité est meilleure. Beaucoup l'usage. C'est indéniable. Mais le point qui, de mon point de vue, du point de vue des salles de commandement, des gestions de crise, est fondamentalement différent, c'est que chaque individu potentiellement avec son téléphone mobile est devenu quelque part une unité de production d'informations autonome. Et ça change radicalement la donne. On est d'accord. On a un changement de paradigme avec le mobile qui devient à la fois un capteur et un réceptacle d'informations également. Donc ce qui veut dire, est-ce que vos systèmes finalement d'information peuvent utiliser ça en tant que capteur, et est-ce que vos systèmes de gestion de crise ou d'information des populations peuvent utiliser ça comme récepteur? Est-ce qu'on en est là ou est-ce qu'il y a encore des barrières et quelles sont-elles? Alors, nous avons pris le mobile comme étant un poste de travail complet, c'est-à-dire qu'il a un affichage différent, mais il est complet, et on peut travailler avec le mobile comme un poste qui se trouve fixe sur un bureau. Ça, c'est un point important. Et nos postes de travail mobiles sont individuellement notifiés comme n'importe quel autre poste de travail. Donc, ils sont aussi consommateurs d'images, aussi bien qu'émetteurs d'images vers la centrale
ou vers la Donc salle de ça c'est prise. l'équipement finalement des personnels de sécurité de toute force Voilà. qui peuvent transmettre le système à l'intérieur Exactement. directement du dispositif. Mais est-ce qu'on peut intégrer, je dirais, des informations extérieures qui proviendraient des citoyens, même avec un filtre ou dans une catégorie indépendante? C'est plutôt ça la rupture dont je parlais, effectivement. C'est effectivement, on se retrouve avec une source d'information absolument colossale qui arrive par différents biais au travers de ces mobiles, qui est géolocalisée de plus. Oui. Donc une Pas information toujours, mais souvent. relativement fiable, on va dire, en termes de positionnement. Pas forcément de la vidéo, mais des images, des photos, ce qui est déjà très très bien. Des messages, donc une certaine, je dirais, intelligibilité qui peut, avec des mécanismes de mots-clés, on peut récupérer ces informations. Vous avez des systèmes qui sont vraiment très performants dans ce domaine. Donc ça c'est l'énorme rupture que l'on voit. Et en fait, ce flux de données, enfin nous, ce qu'on fait chez Intergraph, c'est qu'on prévoit quand même, avant de transférer toutes ces données dans le système proprement dit, une phase d'analyse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un humain, quelque part, qui rende cette donnée un petit peu brute, qui sélectionne intelligible, pour les forces qui vont effectivement gérer les moyens. Alors, on l'a effectivement expérimenté récemment, lors du dernier salon Du de Bourget. l'aéronautique et de l'espace, où effectivement chacun était un capteur vivant permettant de lever un doute, par exemple, lorsqu'il y a un problème. Je voudrais ajouter un point qui me semble tout à fait important. On parle de nouvelles technologies, et les nouvelles technologies sont quelque chose d'important puisqu'elles continuent à se développer, elles s'enrichissent. Il y a un élément important que nous développons dans la filière de sécurité en France, et je voudrais en dire un mot, c'est que nous avons organisé la filière française dans le domaine de la sécurité. Ça s'appelle le COFIS, Comité de filière sécurité, avec les industriels du SIX, pour les industries de confiance. Et cette filière qui est pilotée par Thierry Delville, délégué ministériel. Nous le recevions hier avec Marc Darmon, très Thierry bien, Delville, voilà. François Burgadella et Émile Pérez. Voilà, et était également le point focal, était vraiment un point focal permettant à chaque société développant des technologies utiles à la sécurité de le faire dans une bonne finalement coordination, ce qui permet avec les mêmes moyens finalement d'optimiser au mieux le développement de ces nouvelles technologies et la mise à disposition des forces de sécurité, qu'elles soient publiques ou privées, allant vers une vraie interopérabilité, un vrai échange d'informations, puisque finalement on va dans un monde de plus en plus connecté, et ce sera vrai aussi pour le domaine de la sécurité, de la gestion de crise, et que l'interopérabilité, l'échange entre les systèmes puisse se faire autour d'un certain nombre de normes, d'un certain nombre de standards qui sont utiles finalement à chacun pour être le plus réactif possible. Il y a un point important, c'est qu'actuellement, les citoyens produisent énormément de données et les services d'intervention ne sont plus tellement en mesure de tout recevoir parce qu'ils n'ont pas le personnel suffisant. Et c'est parfois une décision qui fait qu'on va ne pas recevoir tel ou tel type de données parce qu'elles sont trop consommatrices de personnel. Non, l'inflation, je dirais, de l'information a ses effets, je dirais, pervers un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit avoir, et ces problèmes, comme on a vu une inflation de la taille des véhicules, je pense qu'on verra une inflation des tailles de salles de crise, puisque d'ailleurs, lorsqu'on se rend aux États-Unis, on voit bien que les tailles de salles de crise sont globalement 2 fois plus importantes pour les mêmes populations concernées qu'en Europe. Donc je pense que là aussi, il y a probablement des choses à faire, mais les médias sociaux vont représenter effectivement une source d'information, à mon avis, pour lequel on aura du mal à dire non, mais pour lequel on n'a pas encore trouvé l'organisation, je dirais, technico-opérationnelle ad hoc. Et chaque citoyen va devenir un acteur lui-même de la propre sécurité de son territoire. Bien sûr. Et par le biais justement de ces dispositifs nouveaux qui vont compléter et alimenter la décision de ceux... On le voit déjà dans les médias, donc c'est déjà le fait. Alors, on a parlé un peu cyber, on a parlé un petit peu de ces dispositifs, je dirais, de visualisation. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le côté terrain, c'est-à-dire le lien entre
les opérationnels sur la gestion de crise dans leur salle de crise, et les décideurs et les opérateurs dans les salles de crise, et les opérationnels sur le terrain, les primo-intervenants. Quel type de lien et comment on peut faire remonter l'information entre les différentes sources et comment juger de l'information pertinente en salle de crise. C'est-à-dire en gros, comment les informations que l'on reçoit du terrain peuvent être organisées pour être pertinentes pour le décideur. Est-ce que là, on travaille sur des systèmes de filtrage, d'algorithmes, de priorisation? Est-ce qu'on a une intelligence là-dessus ou est-ce qu'on reçoit tout encore un peu brut? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Les opérationnels, oui, c'est-à-dire que quand vous allez sur le terrain, vous avez des médecins, des pompiers, des policiers, voilà, vous avez tout un ensemble de primo-intervenants qui vont faire remonter dans les systèmes des informations diverses et variées, qui vont pouvoir, à un niveau ou à un autre, intéresser le gestionnaire de crise pour évaluer une situation complexe dont la synthèse ne va peut-être pas être faite finalement avant. Et est-ce que les systèmes relativement de remontée d'informations, est-ce qu'on peut trier, aider, assister, je dirais, le décideur dans la présentation de ces informations? C'est tout à fait les systèmes, les algorithmes permettant le traitement d'événements complexes avec des règles qui sont programmées dans le système et qui finalement représentent la doctrine, des règles métiers qui représentent la doctrine, qui permettent de relier, de trier, d'extraire l'information. Et ça vient du métier. C'est-à-dire qu'il faut être capable de traduire les règles du métier, ce qu'il y a la plupart du temps dans la tête des gens, en algorithme informatique, de façon à ce que face à cette multitude d'informations et cette somme d'informations qui est de plus en plus importante, n'extraire que ce qui est vraiment utile, quel est l'incident, à quel endroit, quel est le degré de risque présente-t-il, pour permettre à ces décideurs de vraiment voir que ce qui est utile, de faire une levée de doute et puis de décider en fonction de cette synthèse qui s'appuie sur ces règles métiers. Donc, en gros, est-ce que dans les systèmes de gestion de crise actuels ou futurs, vous travaillez sur l'intégration de ce type d'algorithme et de ce type, peut-être, sans aller sur le mot intelligence artificielle, mais qui aide le décideur lorsqu'une masse de données ou lorsqu'un événement produit des données en masse, parce que quand on a, je prends malheureusement les attentats de vendredi dernier, 6, 7, pourquoi pas 10 ou 12 événements simultanés, comment faire un tri, comment remonter l'information, comment faire de la synthèse? La synthèse se fait au travers de tableaux de bord qui sont mis à jour de manière automatique et qui sont projetés de façon à ce que, comme le disait un général, quand il traverse la salle de crise, il veut avoir tout compris sans que personne ne lui explique quoi que ce soit. Donc, c'est une bonne doctrine. Alors il y a ça. Et du côté du terrain... Clémenceau disait quand même de quoi s'agit-il, mais s'il peut éviter... sur le terrain, on travaille principalement avec des mobiles qui ont des profils utilisateurs qui sont par type d'intervenants. Un médecin n'aura pas forcément le même profil utilisateur qu'un sapeur. Et on est parti de l'idée aussi que les mobiles devaient avoir une interface intuitive de façon à ce que quelqu'un qui n'a pas du tout été formé, comme on l'a vu dernièrement lors du déraillement d'un train avec des produits chimiques, un chimiste qui était nécessaire à cette crise a été invité, il a reçu son mot de passe et son nom utilisateur, et il a pu s'introduire dans la crise avec un profil qu'on lui a fait et devenir un acteur de la crise au niveau de la décision. Donc une grande flexibilité. Exactement. Pour permettre à, je dirais, toutes les parties concernées à un moment, et on ne peut pas toujours tout prévoir, de pouvoir intégrer la salle de crise virtuelle. Voilà. Oui, la dimension collaborative, elle passe effectivement par ces outils, par ces possibilités, c'est-à-dire d'une part les choses simples et des formulaires très simples qui vont permettre de remonter l'information, et puis d'autre part effectivement, mais ça va être plutôt plus le futur, c'est nous on s'interface avec ce genre de système, peut-être vous êtes plus au fait de ce type de système, mais qui effectivement transforme une donnée statistique en donnée fiable, on va dire. C'est ça, Voilà, c'est intéressant, et puis surtout la classifier, la présenter. Je pense que les tableaux de bord sont un point essentiel aujourd'hui de la gestion de crise, parce que les mains courantes, c'est intéressant chronologiquement, mais c'est un petit peu pour le forensic, si j'ose dire, plus que pour le travail opérationnel instantané. Une fois que l'information a été donnée en réponse, il faut pouvoir la synthétiser, surtout la transmettre à d'autres services pour avoir une vision globale. Donc on voit très bien qu'entre le quotidien
est l'exceptionnel, donc il y a un continuum total. Est-ce que, alors j'ai peut-être une dernière question avant que ce talk se termine, est-ce que ce dont nous avons parlé, c'est ce que les clients vous demandent, ou est-ce qu'on est un petit peu dans le futur et que finalement les demandes ne sont pas aussi évoluées que la technologie ou que les concepts le permettraient? Je crois que est-ce qu'on a un il challenge y a, sur la les résistance? clients il faut toujours écouter son client, qui a toujours évidemment il sait ce qu'il a besoin de faire. Il ne sait pas toujours ce qu'on peut faire. Donc c'est un dialogue. Je crois que la filière sécurité que j'évoquais tout à l'heure permet de le mener de façon tout à fait intelligente, tout à fait nouvelle. Et ça, c'est vraiment intéressant. Permet ce dialogue, c'est-à-dire d'échanger à la fois sur les bonnes pratiques, sur les besoins exprimés par des opérationnels qui sentent qu'ils ont besoin de travailler peut-être un peu différemment, mais aussi de confronter de nouvelles technologies, de nouvelles idées, de nouveaux algorithmes, de nouveaux moyens de communication, et qui peuvent apporter aussi des ruptures et des nouvelles façons de travailler dans le quotidien de ces opérationnels. Et je crois que c'est cette friction, cet échange, cet espace de collaboration dans ces industries de confiance et de sécurité qui permet justement cet échange et l'adoption par des opérationnels de nouvelles technologies. Et j'incite chaque PME, chaque entreprise à contacter le SIX pour se faire connaître et finalement enrichir cette industrie française mais aussi européenne de sécurité qui doit progresser et qui doit offrir de nouvelles solutions. Alors un petit mot de pub, puisque demain matin, je crois qu'il y a une présentation des résultats de la filière au sein de Milipol. Je ne sais plus à quelle heure c'est. C'est ça, 10 c'est à 10h30. 10h30. Donc pour ceux qui sont intéressés sur les résultats de la filière, nous en parlions hier. Donc présentation demain matin dans la salle de conférence. Alors un petit mot justement sur cette notion. Alors bon, les clients savent exactement ce dont ils ont besoin. On n'est pas toujours en mesure de tout réaliser, mais malgré tout, c'est le moteur, avec leurs idées, c'est le moteur de notre technologie. Oui. Donc le client au centre, bien sûr, mais est-ce qu'il exploite toute la technologie ou est-ce que finalement, les challenges ou les barrières de toute nature, qu'elles soient juridiques, culturelles, ne sont pas aussi un frein à la technologie par rapport à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? J'aurais tendance à dire qu'il faut quand même, c'est notre rôle à nous industriels que quand même de proposer de l'innovation. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu l'histoire, il y a 40 ans, quand on allait voir nos clients de la sécurité, l'ordinateur ne servait à rien. Il y a 15 ans, la cartographie ne servait à rien. Donc il y a 5 ans, la cartographie 3D ne servait à rien. Donc en fait, finalement, bon, faut les aider. Je crois que ça sera un petit peu le mot de la fin. Je vous remercie. L'innovation toujours et encore. Évolution des doctrines, des concepts d'emploi pour mieux assurer donc la sécurité des citoyens. Je vous remercie d'avoir suivi ce talk sur Milipol Paris 2015 et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain, donc demain matin à 10h30. Merci.